Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 de TSAT 24 International. Un seul titre ce soir, c'est parti pour les candidats aux élections législatives et locales du 29 décembre au Tchad. Le coup d'envoi des campagnes est annoncé ce samedi. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue une fois de plus au développement. Commençons cette édition avec cette brève au Logone occidental, précisément à Bébidja, dans le département de la Nia, au quartier Bemadira. Un homme de la trentaine révolu, le nommé Karam, est tombé dans un puits le lundi dernier. Ce n'est qu'aujourd'hui que son corps a été retrouvé dans un état de décomposition avancée. Après un constat fait par les autorités communales et sécuritaires, le corps est remis à la famille pour inhumation. Retour sur cette tragédie qui a secoué la ville de Bafoussam dans l'ouest du Cameroun. La nuit du 2 décembre 2024, un enfant de 11 ans a poignardé à mort son géniteur, voulant lui extorquer de l'argent pour s'offrir un vélo. On en sait plus avec Joël Godemana, notre correspondant sur place. Tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as poignardé ton père? Pourquoi tu l'as tué? Parle fort. Ce n'était pas mon intention de le tuer. Ce n'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? 6e. Tu fréquentes où? Oui, polyvalent, yes. Polyvalent quoi? Yes. Tu as quel âge? 11 ans. Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as donc poignardé ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Comme vous pouvez le constater, cet enfant affirme avoir froidement assassiné son géniteur en exploitation dans une brigade de la gendarmerie de la ville de Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun. Il relate les faits. Les causes, jusqu'ici, restent un mystère, car, selon les dires de l'enfant, il s'agit d'un acte désespéré, contrairement à ce qu'affirme le voisin de retour de l'enterrement de la victime. Je voulais partir chez ma mère. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père de refuser? Il a refusé. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le couteau où? Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. Il a 19 heures. Il était 19h. Ton père, lui, il était où? Il est dans le dormi. Il était en train de dormir dans la chambre ou bien au salon? Dans la chambre. Maintenant, tu allais prendre le couteau. Oui. Tu l'as poignardé où? À quel niveau? Sur le ventre. On est rentré, on a trouvé que le père criait au secours, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Mon enfant m'a poignardé, sauvez-moi, mon enfant m'a poignardé. On est arrivé, on a trouvé que le père avait son enfant, que le père l'avait arrêté et signé sur lui. Et l'enfant avait signé sur le sang parce qu'il voulait prendre l'argent du père pour aller acheter en disant qu'il voulait acheter son vélo. Le père avait signé sur lui. Entre-temps, le père a donné l'enfant, on a arrêté cet enfant, on le saisit. Il niait que ce n'était pas lui, que c'est un voisin qui est entré, c'est une personne qui est entrée poigner son père. On l'a un peu torturé avant que lui il avoué que celui qui a poigné son père, il a poigné son père au niveau du cœur. Il vivait seulement avec l'enfant parce que, il a lu qu'on l'expliquait, il s'est séparé avec la mère, ils avaient un peu les chamailles avec sa mère, discutaient, ils ont trop discuté, la mère est partie et a renvoyé l'enfant au village en disant que l'enfant le dépassait, qu'elle ne peut plus vivre avec l'enfant, que l'enfant le dépassait et le père est parti au village pour prendre l'enfant. Ils n'ont pas fait 3 mois. Il a amené l'enfant, c'est cet enfant, son propre sang qui le détruit comme ça, qui le poignardé jusqu'à le tuer, jusqu'à vraiment, il est parti. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment sur l'enfant là parce qu'on n'a jamais vu discuter avec son père. Et son père n'était pas le genre qu'il se chamaillait avec son enfant. Bon, on ne sait pas ce qui est arrivé à cet enfant. Pour la petite histoire, la nuit du 2 au 3 décembre 2024, 6 au quartier Meboudi, ce garçon âgé de 11 ans a entendu que son papa, conducteur de moto-taxi, revienne d'une longue journée de travail pour l'atteindre mortellement à l'aide d'un poignard. Là, ça m'a ramené les choses dedans, tu vois, comme ça, c'est ça, tout ce que tu vois, les taches là, sont le sang. Le sang comme ça, tout ça que tu vois, c'est le sang. Le couteau est à l'intérieur, c'est un long couteau comme ça. Il a envoyé tout dedans, ici, au niveau du cœur. Il tournait, il sortait avec ça, c'est là sortir les intestins dedans. Avec ses cordes comme ça, pour qu'il ne fuit pas, pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Et on l'a attaché parce qu'il refusait. Il refusait que ce n'est pas lui qui a tué. On le cherche maintenant avant que lui l'accepte franchement. Que c'est lui qui a tué son père, on l'a attaché. La population voulait un peu le menacer avant qu'on le puisse sécuriser pour le mettre là, pour qu'on ne cherche pas à le taper pour le tuer. Pour que lui voit vraiment ce qu'il a fait.
à son papa. Selon des témoins, après son forfait, il emporte avec lui le sac contenant la recette de cette journée malheureuse. Élève en classe de 6e, la somme extorquée devrait servir à l'achat d'un vélo. Notable à la chefferie Bameka, la victime, Sinso Christian, a été inhumée le 4 décembre 2024 selon les us et coutumes du peuple de Glassfield. Au Tchad, la province du Logone occidental fait partie des provinces les plus touchées par la malnutrition. En 2023, seulement environ 43% du taux de malnutrition chronique a été enregistré, ce qui est une préoccupation pour le gouvernement du Tchad et l'UNICEF. Les mères, les enfants malnutris subissent aussi cette pression. C'est un reportage de Biatibo Emmanuel. Mère de 3 enfants, Aïcha étudiante, ne baisse pas les bras pour voir son enfant le dernier né grandir dans la santé. C'est une inquiétude constante pour elle, habitante de Guelkol, un quartier de la ville de Moundou. Tous les matins, elle doit répondre à l'appel pour sa fille atteinte de malnutrition aiguë sévère. J'ai amené ma fille quand elle avait 6 mois. Ils l'ont vu, ils l'ont pesé, ils l'ont mesuré, ils ont dit ton enfant est dans malnutrition sévère. Ils l'ont pris en charge jusqu'à presque un trou de 2 mois comme ça. Ils ont dit l'enfant est bien guéri. Mais cela ne dure pas et c'était le début d'une aventure sanitaire très tendue pour la jeune maman et son enfant. Fragile, rechute et doit être suivie. Et 2 mois plus tard, elle est rechutée encore. Je l'ai amenée à l'hôpital central. Ils l'ont mesuré. Ils ont dit elle est anémie. Ils ont dit l'enfant là est encore entré dans malnutrition. Il faut que je la ramène encore à l'hôpital. Alors Aïcha se retrouve dans cette unité nutritionnelle ambulatoire installée au sein du centre de santé 15 ans pour le traitement avec l'antibiothérapie et la réhabilitation nutritionnelle avec l'aliment thérapeutique prêt à emploi en intrant appelé Plumpunut. L'enfant a fait le palu avec l'anémie. Donc on doit prendre l'enfant en charge. On doit suivre l'enfant là. 2 séances ou bien 3 séances. On va voir est-ce que l'enfant s'améliore. Le Logone occidental est l'une des provinces du Tchad les plus affectées par la malnutrition chronique, autour de 43% l'année dernière. Le problème de la malnutrition reste là et ça demeure une préoccupation. Et dans le cas de la malnutrition sévère, nous avons également dépassé le seuil d'urgence, au-delà de 5% les années antérieures. D'où l'intervention de l'UNICEF qui met à disposition de ces centres de santé pour le traitement des enfants touchés de malnutrition, des équipements et intrants nutritionnels et grâce auxquels Aïcha voit aujourd'hui un changement pour son bébé. Ils ont pris l'enfant en charge et maintenant je trouve que l'enfant améliore un peu mieux. Comme elle, de nombreuses femmes attendent un peu plus d'efforts afin de prévenir et assurer une prise en charge adéquate de la malnutrition de leurs enfants. Le Centre d'études et de formation pour le développement CEFOD, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Tchad, a organisé une causerie débat axée sur la gouvernance, une affaire de tous. Les précisions de Brahim Mahamat. Les acquis et défis du développement local, c'est ce sujet que les techniciens et consultants du développement des différentes organisations ont expliqué aux acteurs du développement, entrepreneurs, élus locaux, autorités religieuses et traditionnelles, leaders d'opinion ainsi qu'aux élèves et étudiants. Cette causerie vise notamment à mettre en exergue les aspects socio-économiques, politiques et culturels de la participation des femmes dans le développement tout en proposant des solutions pratiques pour améliorer leur engagement dans ces processus. Isabelle Konoji, actrice de la société civile, a pour sa part relevé les défis spécifiques afin de renforcer la participation des femmes au développement local. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'approche genre et développement qui est une approche qui prend en compte véritablement les causes réelles qui empêchent les femmes de participer donc au développement. Et cette fois-ci, ce n'était plus question d'intégrer les femmes, mais il était plutôt question de voir dans les projets de développement quels sont les rôles qui sont joués par les femmes au niveau de la société, quels sont les rôles aussi qui sont joués par les hommes. Et dans cette distribution de rôles, si on se rend compte qu'il y a un déséquilibre qui ne permet pas véritablement. Après avoir fait l'état des lieux du développement local au Tchad, le panéliste Kadadi Dodi, quant à lui, a fait un aperçu pouvant mettre en exergue l'engagement de plusieurs autres acteurs dans le développement local. L'expérience de la gouvernance locale donc remonte en principe au Tchad
dès les premières années d'indépendance et ont évolué suivant les trajectoires dictées par les changements politico-institutionnels qu'a connu notre pays. Donc, de l'analyse de la mise en œuvre du processus de décentralisation, nous pouvons dresser quelques observations qui seront sorties des recommandations afin que ce mode de gestion des affaires locales permette, comme je l'ai dit, d'asseoir les actions réelles de développement au niveau de la base. Parmi les différentes préoccupations des participants, les panélistes ont tour à tour répondu que l'approche par les genres est jusqu'à là la meilleure qui permet d'impliquer efficacement les hommes et les femmes dans un système de développement. Direction Bangora, présent dans le Mayo-Kébi Est, où le Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement a organisé vendredi un atelier de formation des formateurs et des sensibilisations en éducation civique. Nos correspondants sur place, Gapili Blaise et Abakar Dime. C'est un atelier qui marque le début de la campagne de l'éducation civique et électorale dans la province du Mayo-Kébi Est. Le président du conseil d'administration du Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement, Ngarti Ngaringar Désiré, a présenté les comportements à adopter pendant les processus électoraux. L'activité consiste à échanger, à communiquer tout autour des guides d'électeurs et aussi les guides des membres du bureau de vote. C'est l'occasion aussi de soutenir que cette élection est une nouvelle élection que le peuple tchadien n'avait jamais expérimentée. Il va falloir échanger au maximum avec la population où, quand et comment voter. Et entrer dans un bureau de vote avec une arme, c'est formellement interdit selon l'article 100 du Code électoral. Et le fait de corrompre un électeur ou plusieurs électeurs pour influencer ou tenter d'influencer le vote, c'est formellement interdit selon l'article 109 du Code électoral. Le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Koué Seyd Mahmoud, a rappelé l'importance de cette activité. Le présent atelier a donc un enjeu essentiel dans notre pays, le Tchad, qui n'a nul besoin d'ajouter des lendemains sombres de jours électoraux à une situation sociopolitique déjà bien complexe. Profitez donc de cet atelier, posez toutes les questions et soyez vraiment outillés pour aller vers les électeurs et les électrices. Durant 2 jours, les responsables des organisations de la société civile, les chefs de quartier et les chefs de communauté ont reçu les astuces afin de sensibiliser la population sur les comportements à adopter pendant les élections. Le président de l'Union nationale démocratique pour le changement, Abdoulaye Idriss Abakar, candidat aux élections législatives pour la ville de Bétine, a exprimé hier son soutien au président de la République concernant la décision du gouvernement tchadien de mettre fin aux accords militaires entre la France et le Tchad. Nous prenons aujourd'hui la parole pour saluer une décision historique et courageuse de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Une décision qui marque un tournant décisif dans la quête de souveraineté et de la dignité de notre nation. Il s'agit effectivement du départ des troupes françaises du territoire tchadien, annoncé récemment, qui est une initiative que nous soutenons fermement, car elle s'inscrit dans une vision de renforcement de l'autonomie politique et stratégique de notre pays. Chers invités, cette décision, bien que complexe, traduit la volonté de notre chef de l'État de défendre les intérêts supérieurs de la République et de répondre aux aspirations profondes du peuple tchadien. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de souveraineté, mais il s'agit fort envoyer à la communauté internationale. Le Tchad aspire à redéfinir
ces relations internationales dans le respect mutuel et sur la base de partenariats équilibrés. Nous exerçons l'ensemble de la population à maintenir une attitude responsable et patriotique. Dans cette phase, la cohésion nationale et le dialogue sont les piliers sur lesquels repose notre stabilité et notre prospérité. Nous saisissons cette occasion pour rappeler à l'opinion publique notre engagement dans les élections législatives et provinciales prévues dans les semaines à venir. L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Cheikh Rachid Seyd Al-Shamsi, a organisé en différé une cérémonie commémorant le 53e anniversaire de la fête nationale des Émirats ce 6 décembre 2024 dans un hôtel de la place. Cet événement a rassemblé des invités de marque, parmi lesquels Fatimé Aldine Garfa, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Le compte-rendu de Yacoub Abdallah Maouloud. Habituellement célébré chaque 2 décembre Eid al-Ittihad en français, la fête nationale commémore l'union historique des 7 Émirats arabes. Il s'agit d'Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Al-Quwain, Foujaria. Un an plus tard, Ras Al Khaimah est venu se joindre à ces États pour former en 1971 une fédération solide. Cet acte fondateur a permis aux Émirats arabes unis de se développer en une nation dynamique et influente dans le monde arabe. La cérémonie a débuté par un discours de l'ambassadeur Rachid Seyd Al-Shamsi qui a mis en lumière les réalisations des Émirats au cours des 5 dernières décennies, évoquant les liens historiques et culturels qui unissent le Tchad aux Émirats. Il a souligné l'importance de l'unité et de la coopération entre ces 2 nations. Cet anniversaire est non seulement un souvenir de notre union, mais aussi une occasion de réfléchir à notre avenir commun, a déclaré Rachid Seyd Al-Shamsi. Nous aspirons à renforcer nos relations bilatérales et à promouvoir la paix et le développement dans la région, a-t-il ajouté. La célébration de la fête nationale des Émirats au Tchad a pris fin avec un cocktail où les convives ont pu échanger dans une atmosphère en renforçant ainsi les relations d'amitié et de partenariat entre ces 2 pays. Cet événement a non seulement été une occasion de retracer l'historique des Émirats, mais aussi de promouvoir un dialogue constructif sur l'avenir entre le Tchad et l'État du Golfe. Spéciale campagne à présent, l'Office national de la sécurité routière, ONASER, a lancé une campagne de sensibilisation auprès des usagers de la route. Initiative portée par le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale. Cette campagne se déroulera pendant toute la période des élections législatives et locales. Le coup d'envoi a été donné samedi dans le 3e arrondissement de N'Djamena. C'est en face du stade Mahamat Ouya, un des lieux les plus fréquentés de la capitale tchadienne, que Mahamad Djibril Dida, directeur de la communication de l'ONASER, a inauguré cette campagne. Sous l'instruction du département des transports, il a communiqué un message important aux usagers. Conduire avec prudence, éviter les excès de vitesse, éviter les parades et éviter aussi les mauvais stationnements pour ne pas faire des embouteillages ou créer des bouchons. Aussi, portez vos ceintures de sécurité et portez vos casques. Madame la ministre des Transports et de l'Aviation civile, Madame Fatme Goukouni Wadei, nous a instruit d'intensifier les campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les usagers de la route au sens du civisme et de bon comportement. Nous demandons à chacun de respecter le code de la route pour sauver votre vie et la vie des autres. Les documents distribués ce matin aux abords des rues contiennent des recommandations essentielles telles que le respect strict du code de la route, la réduction des excès de vitesse et l'obligation du port de casque. Ces initiatives visent à diminuer le taux d'accidents dans les rues et ont été bien accueillies par les usagers qui ont exprimé leur soutien. C'est normal, la vie humaine est très importante. Donc j'apprécie beaucoup
on adhère pour son travail, quoi. C'est bon, il faut que ceux qui conduisent ou bien ceux qui battent les campagnes respectent aussi les normes des choses, respectent aussi la code de la route parce que la route est pour tout le monde, ce n'est pas pour une seule personne. La route contient beaucoup de gens, donc il faut que tout le monde prenne conscience. Depuis les indices publiés en 2023, le Tchad continue de faire face à des sérieux problèmes liés aux accidents de la route, avec un taux de mortalité de 26,4 décès pour 10 000 habitants, un chiffre confirmé par l'OMS. Cette situation souligne l'urgence d'améliorer la sécurité routière. Les objectifs de réduction des décès dus à des accidents fixés pour 2020 restent inatteints, indiquant un besoin pressant de stratégies plus efficaces pour prévenir cette tragédie. Début des campagnes électorales ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. À N'Djamena, l'ambiance est de comble. La ville est habillée aux couleurs des différents partis politiques. Notre équipe a fait le tour. Suivez ce reportage. La ville de N'Djamena en pleine effervescence. Les parades, les klaxons, les acclamations et les youyou résonnent dans le rue, marquant le lancement des campagnes électorales en vue des élections locales et législatives. Des hommes, des femmes et des enfants se mobilisent sur toutes les grandes artères de la capitale, arborant le portrait de leurs candidats respectifs. L'atmosphère est particulièrement vive, notamment dans le quartier d'Amriguébé, situé dans la 5e commune de la ville. Les militantes et les militants, ainsi que les sympathisants des divers partis politiques affichent les slogans de leur formation et expriment leur satisfaction, témoignant ainsi de leurs engagements envers leurs candidats. Cette campagne électorale se déroulera sur une période de 21 jours, durant laquelle chaque candidat s'efforcera de convaincre un nombre croissant d'électeurs au sein de sa circonscription afin d'obtenir leur voix. Grand meeting du lancement des campagnes aux élections législatives provinciales et communales du Parti Mouvement Patriotique du Salut au stade de Paris-Congo dans le 6e arrondissement de la ville de N'Djamena. Plusieurs militants du parti ont répondu présents à cet appel. Le point avec Jessica Ferrin. Une forte mobilisation des militants du Parti Mouvement Patriotique du Salut venus des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena, un rassemblement qui a réuni tous les candidats du MPS aux élections législatives et locales du 29 décembre prochain au stade de Paris-Congo. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la campagne pour la ville de N'Djamena, Bourkou Dédé, affirme que ces élections marquent une nouvelle ère pour le MPS. Tout donné pour le parti selon Hassan Sila Bakari, président du comité d'organisation et directeur de campagne. Il s'agit d'honorer la mémoire du président fondateur, Feu Idriss Déby Itno, ainsi qu'aux hommes qui ont défendu les couleurs du parti. Je voudrais ici saluer et rendre le plus grand hommage à notre président fondateur, Feu Marshal Idriss Déby Itno, et à tous ceux et celles qui ont payé de leur vie pour nous laisser un pays libre. Les paradis où ils sont, je suis sûr, ils sont déjà rassurés. Ils sont rassurés que la dragée est tenue haute, que leurs vœux de souveraineté, d'unité et de prospérité se concrétisent sous la conduite de notre bien-aimé président d'honneur, jeune aimé, Mohamed Idriss Déby Itno. Mohamed Idriss Déby Itno, midi comme son père, midi, parce qu'on dit que quand vous avez semé de la bonne graine, vous êtes sûr qu'elle donnera de la bonne récolte. Pas d'inquiétude pour le numéro 2 du parti, le secrétaire général premier adjoint Kalzebe Paimi voit la réussite. Quelle impressionnante foule! Quel engouement! Quelle ambiance! Il n'y a pas un meilleur signe que cette foule immense pour présager, je dis bien pour présager d'une belle victoire au lendemain du 29 décembre 2024. Camarades militants,
Camarades militants, camarades candidats et candidats, population ndjamenoise, distingués invités, mesdames et messieurs, je me tiens devant vous. Je me tiens devant vous avec une profonde fierté. 2200 candidats représentent le MPS pour la course aux élections législatives, provinciales et communales. Le président du parti Les Intellectuels Socialistes Tchadiens pour l'évolution Natoy Ala Ringar a fait une déclaration ce 7 décembre à son siège dans le 7e arrondissement de la capitale, au cours de laquelle il a présenté son programme politique articulé autour de 12 points. Suivez cet extrait. Le parti PIST fut le tronc du mouvement de 12 revendications M12R et pendant les élections présidentielle, le parti PIST fait partie de la coalition Justice-Égalité qui a fait ses preuves dont nul ne peut vraiment ignorer. Aujourd'hui, nous avons trouvé très important de candidater sur la question des élections législatives et provinciales pour ne pas permettre que le 7e arrondissement sera géré par d'autres. Et pour contrecarrer tout ce qui est mort précoce du 7e arrondissement. Ainsi, à travers un communiqué de presse signé le 5 décembre 2024, une direction pour remporter cette élection. Et nous avons le seul programme qui tourne autour de 12 points. C'est lutter pour le rétablissement de la bourse aux étudiants tchadiens et donner des subventions aux petites et moyennes entreprises et faire des forages d'eau, des châteaux pour la population du 7e arrondissement. Nous avons des partenaires sûrs qui nous aideront à réaliser ces projets. 2. Installation et subvention d'énergie renouvelable à la population du 7e arrondissement. Le 7e arrondissement que nous rêvons sera un arrondissement conquérant, convoitera le monde entier. Je souhaite à toute l'équipe de campagne très bon vent, battez les campagnes dans le calme, soyez non violents, car nous sommes les partisans de la non-violence. Ne répondez pas le mal par le mal, au contraire présentez l'amour et privilégiez le bien au détriment du mal. La Convention nationale démocratique et sociale, en accord avec le parti Al-Nassour, en course pour les législatives et locales du 29 décembre 2024 prochain. Un grand meeting de rassemblement a eu lieu samedi. Le récit de l'événement avec Fanta Aswe. Le coup d'envoi de la campagne des élections législatives communales et locales donné, 18 candidats de la coalition Convention nationale démocratique et sociale avec le parti Al-Nassour entrent à la conquête des électeurs. Ils auront à sensibiliser la population du 5e, 7e et 8e arrondissement sur le projet de la société du regroupement de ces partis politiques. Comme tête de liste, nous retrouvons Dr Souraya Massar, Hawa Suleiman Day et le professeur Ahmad Anadif Youssouf. Dans son discours, Madame Hawa Suleiman Day, candidate à la députation dans le 5e arrondissement de la ville d'Njamena, a invité les autres candidats à faire de promesses qui vont avec l'intérêt du peuple. Le 7 décembre 2024, marquant le début de la campagne des élections législatives, provinciales et communales qui se tiendront concomitamment le 29 décembre 2024, est un tournant historique pour le Tchad. L'entrée du pays dans les nouvelles ères de la 5e République apportera des solutions idoines pour notre épanouissement et son émergence. Le 29 décembre 2024 est un jour fatidique. Dans cette phase délicate, la vigilance de toutes les instances doit être de rigueur pour éviter de compromettre l'avenir de la nation. Ces candidats comptent sur la bonne compréhension, la confiance et le soutien de l'électorat. En retour,
Ces candidats affirment verbalement, une fois élus, répondre aux besoins fondamentaux de la population. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Tchad 24 International. Que Dieu bénisse le Tchad.